Rue, c'était l'essence. Pratiquement, je suis là, là où je suis depuis 1983, donc je sais à peu près depuis 83 tous les arbres qui ont été plantés ou de leur provenance et tout. Il faut des arbres à Paris. S'il n'y avait pas d'arbres dans une ville, ce serait la mort assurée de tous les gens qui y vivent. L'arbre en ville est pour le citadin le rappel de la nature oubliée. Pour les enfants, le lien entre la terre et le ciel, le réel et l'imaginaire. Serge, Alex, François et les autres ne sont pas des pirates. Après leur passage, mon arbre ressemble toujours à un arbre où les oiseaux viendront chanter et moi rêver. Et nous aussi avec ce petit garçon. Je trouve que c'est un beau corps de métier qui n'exerce d'ailleurs pas ses talents qu'à Paris. Hein. Ça s'est passé à Paris, mais beaucoup de villes comme Besançon par exemple sont très en avance et d'autres. Ouais. Et ça reste, je trouve, un merveilleux enjeu, non? C'est tout à fait extraordinaire de constater qu'il y a encore des métiers où vraiment on respecte, on a un respect et un amour pour ce qu'on fait, le fait de le faire bien, etc. Ce sont des métiers nobles finalement. Ce qu'on appelle les métiers nobles. Je pense qu'une certaine partie de l'agriculture est encore comme ça, par la grosse, etc. Une partie de la pêche est encore comme ça, pareil, par la grosse peut-être, pas celle où on ratisse avec les filets, mais... Sûrement pas. Et je préfère les petits artisans, les petits agriculteurs, ça reste humain. Mais hélas, on est en train de les tuer, enfin de les empêcher de continuer. Oui, je sais, c'est très triste. Et la mine, Pierre Bachelet c'est encore un métier noble. Vous êtes né dans ce milieu-là, vous? Oui, absolument. J'avais toute la famille de ma mère qui était dans le bassin minier. Ouais. Et vous avez vécu dans les terrils, les corons? Je suis allé courir sur les terrils et noircir mes culottes, mes marronnes, comme on dit dans le Nord. C'était un métier, c'était fou parce que la seule obsession du père et de la mère, c'était que les enfants ne descendent pas, surtout, et qu'ils fassent autre chose. Et la seule fierté de l'enfant, c'était de descendre. Allez savoir pourquoi. Ça, c'est encore quelque chose. Faire comme papa, descendre, c'était la plus belle chose, le plus beau cadeau qu'on pouvait leur faire. Et le père qui savait, il disait non, il faut qu'il prenne une autre option, il faut qu'il s'en aille, de toute façon c'est fini, de toute façon c'est foutu. Un jour, tout ça, c'est... Ils le savaient tous. Et c'est pour ça que cette espèce de noblesse, je pense, c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à les recycler, beaucoup de mal à... Le Nord a du mal à trouver des entreprises, il en trouve, mais des usines qui se montent, etc. Parce que tous ces gens qui avaient une espèce de fierté, moi je me souviens, j'avais tourné un film bien avant, sans savoir qu'un jour je chanterais les corons, je tournais un film pour les Ouïghours du Nord et du Pas-de-Calais, et j'étais descendu. Et je me souviens que la première pancarte qui m'avait frappé, c'était défense de cracher. Ça m'avait... la deuxième chose qui m'avait très très frappé, c'est qu'il y avait des chevaux qui restaient, et un jour on descend des chevaux, pour tirer le matériel, et ces chevaux-là, ils ne remontent jamais, eux. Et ça m'avait... ils meurent au fond. Ah oui, ils y passent leur vie et ils meurent au fond. Et cette espèce de forte fraternité qu'il y avait entre les hommes qui descendaient, c'est toujours pareil, c'est comme dans l'aviation, il y a ceux qui volent et ceux qui sont au sol, il y a une petite différence. Ceux qui descendaient, une telle force de caractère. J'ai le temps de te raconter une petite anecdote formidable. Je veux dire, j'ai tourné un film sur les corons, les nouveaux corons. Et j'ai passé une semaine avec un mineur et sa famille, etc. Et le dernier jour, il a fait une petite bouffe chez lui, etc. Il nous a tous réunis. Et puis il a dit, alors qu'est-ce que vous allez faire, les gars, alors, maintenant? Alors, il y en a un qui partait tourner, je sais pas quoi, en Pologne, l'autre qui partait ailleurs, etc. Et il nous a regardés, il a dit, je vous plains, vous faites un dur métier, les gars. Quelle histoire. Ah, ouais, et nous, toute la semaine, on avait été, tu vois, en se disant, qu'est-ce qu'il faut comme moelle, quand même. Et lui, comme quoi, chacun interprète totalement différemment. Lui, il se retrouvait, il était chez lui, le soir, il était heureux, il retrouvait sa femme, ses gosses, et pour lui, ce qui était dur, c'était de ne pas être chez soi. On va remonter dans les arbres, le temps d'un livre, de deux d'ailleurs. Le premier, qui est un roman extraordinaire, c'est drôle parce que... Extraordinaire. Qui s'appelle Le Baron Perché. Formidable. Roman d'Italo Calvino,
dont le texte intégral est paru dans la collection Point. On ne va pas en parler trop longtemps, et même pas du tout parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est un... Formidable, formidable. Merveilleux, l'histoire du gamin qui monte à 12 ans dans les arbres, qui n'en redescend plus jamais. C'est un film qui vous propulse beaucoup plus haut que les arbres. C'est même un livre d'ailleurs. Oui, un livre. Quel lapsus. Et puis un livre, une encyclopédie, l'encyclopédie des arbres de France et d'Europe. Alors là, si vous voulez tout savoir sur les arbres, bon, c'est paru aux éditions de Vecchi. On vous met tout ça sur le Minitel. Et vous qui voulez peut-être vous cultiver, c'est le cas de le dire sur les arbres. Il y a tellement de gens qui aiment la verdure et qui jardinent chez eux, entre autres, que voilà, ça peut intéresser. Vous avez 2 fils, Pierre Bachelet, qui sont des grands garçons maintenant. Oui. N'est-ce pas? Ah oui, oui. Hein? Est-ce que vous êtes de ceux qui ont remarqué, comme les pères qui savent faire la cuisine, c'est-à-dire qui ne savent pas la faire, que quand on fait un plat de pâtes, bah, ça marche à tous les coups, c'est ultra simple, et tous les gamins adorent ça, n'est-ce pas? Oui, j'adore ça. Moi, je peux en manger tous les jours des pâtes. Ah bon? Sur le bateau, c'est une pratique, c'est formidable. Oui, vous avez remarqué. Et je suis très mauvais cuisinier. Chef, ouais, très mauvais cuisinier. Justement, les pâtes, par contre, les pâtes, cela dit, pour les faire al dente bien comme il faut quand même surveiller. Alors les pâtes, c'était autrefois un plat extraordinairement répandu, tout ça, c'était simplement parce que c'était pas cher, que c'était facile à préparer. Et l'Italie n'échappait pas naturellement à la règle. Seulement, vous allez voir, nous sommes allés en Toscane retrouver une famille qui les fabrique comme on ne les fait plus maintenant. Frédéric Andry et Philippe Bigot ont donc découvert en Toscane cette famille qui les fait à l'ancienne, et chez eux, les pâtes deviennent comme des objets d'art, des espèces de produits de luxe. Et regardez, ça crée une atmosphère assez étonnante. Sylvia, tu viens m'aider? Dans la famille San Marco, il y a une expression qui dit « Quand on mange, on ne parle pas ». Dans la famille San Marco, il y a la mère, il y a la fille, il y a le gendre. C'est prêt? Dans 5 minutes. Qu'est-ce qu'on mange? Ce qu'on mange? Des tagliolini au saumon. Depuis qu'en 1850, un certain Giuseppe San Marco est devenu pasticcio, tous les San Marco qui l'ont suivi sont devenus et restés pasticci. Et pour garder le pasticcio, il a fallu garder le blé et le moulin à eau qui travaillait déjà pour les premiers San Marco. La semoule qui se fabrique ici est la plus authentique de la région. Parce qu'ici, il y a une graine spéciale qui n'a pas changé. Elle garde toutes ses vitamines, comme dans le temps. Les San Marco sont restés car tous les autres ont péri, anéantis par les tonnes de spaghettis déversés quotidiennement par les grands industriels. Restés comme les ultimes représentants d'une secte qu'on croyait disparue. Les San Marco parlent, mangent, vivent, travaillent de et par les pâtes. Ils sont entrés en pâtes comme des intégristes, tendance al dente, canal historique. Pasticcio. Celui qui fait les pâtes, celui qui fait la pâte pour faire les pâtes, qui la travaille comme les milliers de pasticci qui peuplaient l'Italie du début du siècle, exactement comme au début du siècle. En face de Manuel, le gendre, il y a Rodolfo, le père. C'est les sauces des pâtes qui étaient vraiment faites maison, comme on dit en Toscane. Une sauce faite de viande, quand on pouvait s'en payer, de tomates. Il n'y avait pas d'huile, c'était trop cher. Juste de la graisse animale ou végétale pour accompagner les pâtes. Et les pâtes, on les vendait en vrac au kilo, dans des boutiques faites pour ça. Dans des grands meubles à tiroirs, on les mettait dans des petits sachets de papier d'emballage.
Je me souviens de ces pâtes, de cette époque en 45. L'époque où les vieux faisaient la pâte à la maison. Ouais. En tout cas, moi, ce soir, je mangerais bien des gros spaghettis. Oh non, des tagliolini avec des tomates. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Alors j'ai fait 2 entrées. Une sauce à l'agneau et une piquante. Parce que j'ai une faim de loup. Dans 5 minutes, on mange. Alors sors de là, il y a trop de monde ici. Il y a les spaghettis, les coratini, les cioccioli, les fusilli, les tagliatelles, la barbina, la grandina soda, la grandina bucata, les macaroni, les lasagnes, les pappardelle, les pargatelle, les fettuccine. On change les noms de région en région. Apprendre à faire la pâte, ça peut se faire en une année, ça peut jamais se faire. Parce qu'entre nous, c'est pas vraiment facile. Je me souviens du premier jour où j'ai voulu faire la pâte à la maison, en voulant imiter ma mère et ma grand-mère. Je me suis construit une petite machine et la pâte s'est désintégrée dans mes mains. Faire la pâte, c'est un art. Tout le monde essaye, mais rares sont ceux qui arrivent. Parce qu'on doit tout sentir au toucher, avec les mains, l'humidité, la densité. Tout se fait à la main. Au bout de 4 jours, la pâte descend Marcos au périme, alors Manuel se remet au volant pour livrer Florence. La recette de la pâte aux œufs est très simple. Même s'il y a quelques secrets de famille que chacun apprend au fur et à mesure de sa vie. Il faut de la semoule de blé dur, de la farine et des œufs, c'est tout. Bonjour. Bonjour. Je suis un peu en retard aujourd'hui. Alors, elles sont cuites? Parfaitement al dente. Un peu d'huile, t'es prêt? Oui. Dans 2 minutes, tu les manges. Un petit coup de fromage par-dessus et c'est parfait. Elles sont vraiment bonnes parce qu'elles tiennent debout après la cuisson. Elles peuvent tenir avant d'être servies, ça se voit. De toute façon, si la pâte n'est pas bonne, la trattoria, elle peut fermer ses portes. Les Florentins et ceux qui habitent dans cette région autour de Florence aiment nos pâtes aux œufs faites comme avant et ils ne regardent pas la dépense. Qu'est-ce qu'on mange? Eh bien, des raviolis aux pommes de terre et poireaux, des tagliolini au saumon. J'ai fait aussi un peu d'agneau. Voyons voir si c'est assez salé. Parfait. Et il me manque la pâte pour travailler. C'est quoi ce travail? La patronne est partie au café avec la pâte. J'ai tout appris de ma mère. C'est un travail de femme. Non, c'est vraiment très féminin. La confectionner, la présenter, non, c'est vraiment un beau travail. On ne peut pas se lamenter aujourd'hui. Le temps est optimum. La pâte, elle va avec le temps. Si c'est humide, la pâte peut se travailler. Mais si c'est sec et venteux, on arrête le travail. On ne peut plus la tourner. Même si la pâte reste trop longtemps dehors, et que par exemple, on va prendre un café, quand on revient, on ne peut plus la toucher. Sincèrement, c'est un travail qui me plaît. Mais ce qui me plaît encore plus, c'est de la manger. Ça se voit, non? Je suis pas maigre. Non, je dis pas de bêtises. O seppelliro partigiano, portami via che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano,
Oh bella ciao, 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 ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Prêt? On mange? Ok. Forza Manuele. Vas-y, Manuel. Ammazza tuo figlio. Non è peso la casa. Sì, è peso. Però ti dimentichi di venirci a aiutare. No, non è vero. Ah, perché ha da studiare. Perché la zia la aiuta sempre, la Stefania. In inglese è very good. En anglais, on dit very good. Quel silence! Quand on mange, on parle pas. Bon, ben alors ne parlons pas, bon appétit. Bon, on va pas faire un plat de nouilles non plus. Mais quand même, vous disiez tout à l'heure, Pierre, que quand vous êtes sur votre bateau, et parce que vous avez toujours votre bateau, n'est-ce pas? Vous avez votre, c'est un 15 mètres, c'est ça? Un catch de 15 mètres? Pour les amoureux de la voile. Et vous êtes basé en Normandie. Vous faites des pâtes? Je fais des pâtes, oui, parce que d'abord, c'est la seule chose que je sais faire, et puis c'est quand même très très pratique. C'est très très pratique. Il y a une chose qui me semble étonnante maintenant qu'on a vu les 3 reportages, c'est que finalement les choses qui étaient tout à fait normales, et, puisque la tradition c'est par sa définition quelque chose de normal, deviennent maintenant avec ce nouveau monde et la société moderne des choses tout à fait exceptionnelles et qu'on remarque, la preuve, on en fait des sujets de télévision. Et les gens qui respectent la tradition deviennent soit des artistes, soit... enfin, tout d'un coup, ils ont quelque chose de plus que les autres. Et je trouve ça... Parce que ces trois reportages sont finalement sur la tradition. Le métier d'élagueur, c'est quand même une tradition, respecter la nature, respecter les pâtes, évidemment, et puis la tradition de la légende avec le Guatemala. Et je trouve ça très très étonnant. Il y a une chose une phrase extraordinaire là, dans le dernier reportage, c'est, je crois que finalement, quand on a fait le point sur toutes les choses de la vie, quand on a ses propres convictions et quand on a essayé que l'intérieur ressemble à l'extérieur, c'est-à-dire d'être à peu près homogène, c'est-à-dire qu'on a peut-être réussi sa vie, qu'on a peut-être réussi à être soi-même. Je crois que, comme l'artisan disait, tout le monde essaye, il y a peu de gens qui réussissent. C'est peut-être en s'inspirant justement des rencontres qu'on fait à travers cette émission que nous cherchons tous aussi à tendre vers ça, n'est-ce pas? Alors si vous voulez tout savoir sur les pâtes, puisqu'apparemment vous êtes si mauvais cuisinier que ça, et pas moi qui vais vous donner des leçons. En lisant ce livre de Giuliano Azan, qui s'appelle Les pâtes, l'art de les préparer, de les accommoder, ça n'est pas de la grande littérature, mais ce sont de grandes recettes de cuisine. Génial. Hein? Pratique absolument. Pour votre bateau. Avant qu'on se quitte tout à fait, je vais vous proposer de jeter un coup d'œil sur le programme qui nous attend la semaine prochaine, comme nous le faisons dans chaque émission. Vous verrez, ça devrait vous plaire. Parce que vous ayez 7 ou 77 ans, ce que nous vous ferons découvrir en Irlande va vous emmener assez loin. Regardez. Ce sont des enfants qui galopent en pleine ville, dans les rues de Dublin. Comme d'autres à leur âge ont une mobilette ou un vélo tout-terrain, ces petits Irlandais possèdent chacun leur cheval. Ces gamins des banlieues populaires passent la plupart de leur temps, après l'école ou en fin de semaine, à se retrouver en bande pour des cavalcades effrénées dans des zones urbaines qui, du coup, se mettent à ressembler aux prairies du Far West. Leur jeu évoque d'ailleurs curieusement ceux des cow-boys et des Indiens, car ces enfants-là sont aussi sur le sentier de la guerre. Autre latitude, autre climat, autre atmosphère. Dans un village de l'Inde du Sud, une famille répète les mêmes gestes que ses ancêtres depuis 8 siècles. Et sa notoriété est immense, car toutes les statues des dieux passent par leurs mains. Du premier dessin jusqu'au moulage de l'argile et à la fonte du bronze, dans des conditions extraordinairement artisanales, inchangées depuis le Moyen-Âge et avec le même culte du sacré. Une seule statue exige des mois de travail et de patience. Mais la récompense s'appelle la gloire, l'argent et la bénédiction divine. Et ne ratez surtout pas, amis sportifs, la rencontre qui nous emmènera à La Réunion. Ces mollets musclés sont ceux du facteur, au milieu du guet et de sa tournée hebdomadaire dans le gigantesque cirque de Mafat.
Une expédition de 4 jours et de 120 km sur des sentiers minuscules qui, mis bout à bout, lui font monter et descendre l'équivalent du dénivelé du Mont Blanc chaque semaine. Et avec un sac de 35 kg sur le dos, s'il vous plaît. Toujours en courant, c'est moins dur, paraît-il. 300 personnes à voir, à qui il est le seul à apporter des nouvelles et que personne ne pourrait remplacer, hormis un hélicoptère bien sûr. En attendant, Angelo, un nom prédestiné, a 57 ans et n'échangerait son travail contre aucun autre, la plus belle et la plus impressionnante tournée du monde. Et vous qui aimez l'aventure... Je l'aime, ma fat, je connais. C'est beau, hein? Ah, c'est un endroit extraordinaire. Et vous êtes toujours pilote, vous volez toujours? Oui. Où les gens sont totalement isolés, ils vivent quand même sur eux-mêmes. Il y a même des mariages consanguins. Enfin, bon, ah non, mais vous verrez, ce reportage-là... c'est fabuleux, c'est fabuleux. De toute façon, tout l'intérieur de la Réunion est exceptionnel. Nous sommes d'accord. Notre invité sera d'ailleurs Michel Legrand, tiens, en passant. Vous venez donc de pondre un album avec Yann Kefelec, votre ami écrivain, votre ami Druyet, le dessinateur. Et qui m'a fait la pochette. Ouais. Et La Ville, ainsi soit-il, voilà le titre de cet album, qui est un... Comment dire? Bon, ce sont des chansons de vous, la musique est de vous, le texte est de Kefelec, et on se sent à la fois mal et bien dans la ville, avec tout ce que vous racontez, tout ce que vous chantez. Mais on se sent seul, voilà. Je crois que dans la ville, on se sent mal et bien, parfois bien, parfois mal. Et puis je crois qu'on se sent surtout très seul, parce que je pense qu'au milieu des autres, la solitude est beaucoup plus dure. Je veux dire, on est seul devant, c'est la pire. Devant la vie, oui. Une solitude au bord de la mer ou en montagne, on l'a choisi. Mais la solitude, quand ça grouille autour de soi, on sait que c'est un isolement total et qu'on est seul face à la vie, aux problèmes, etc. Je pense que c'est ça. Le disque, c'est une balade à travers la ville. Une balade où on rencontre des problèmes contemporains, etc. Mais on peut les effleurer, on peut écouter. Et puis, si on est un peu plus disponible, on peut peut-être s'arrêter devant chaque tableau. Et je pense qu'il y a une réflexion. La ville, elle est fascinante et elle est très très féroce, quoi. Elle est, oui, alors c'est passionnant et c'est cruel et c'est dur et c'est du Bachelet et Kefelec et du Druyet. C'est vraiment le monde contemporain d'aujourd'hui, vraiment là-haut. Merci d'être passé nous voir, Pierre.